social sans surcoût pour la collectivité. Ainsi, dans les secteurs tendus comme Abidjan, la maîtrise foncière publique apparaît comme une opportunité majeure pour les bailleurs sociaux de réaliser des opérations en maîtrise d'ouvrage directe. Cette procédure permet également à la collectivité d'imposer ses exigences, tant d'un point de vue architectural et environnemental. Cependant, ces exigences conjuguées aux ambitions des architectes peuvent concourir à une mauvaise maîtrise des coûts de construction. Sans une forte attention de la collectivité, ces surcoûts se répercutent sur le prix de sortie. D'autres procédures plus fines et légères peuvent être employées par la collectivité pour développer l'offre foncière telle que l'achat à l'amiable du terrain par exemple. En participant à la négociation du foncier ou en le subventionnant à la revente, ce soutien en amont de l'opération apparaît donc comme un autre moyen pour la collectivité d'aider les bailleurs sociaux dans la production de logements. Alors, Madame la ministre, vous avez vu dans le reportage, des pistes de solutions sont donc suggérées à l'État. Comment l'État peut-il intervenir, par exemple, sur le foncier? Car le prix du foncier est déterminant dans le prix global d'une maison. Comment vous comptez donc réduire le prix du terrain pour favoriser donc la construction de ces logements-là, étant entendu que les privés ont besoin de faire du profit? Ouais, écoutez, vous l'avez dit, hein, le foncier, la question foncière est une question importante. Le prix du foncier est de plus en plus élevé, de plus en plus contraignant dans le coût de production des maisons dans les grandes villes, particulièrement à Abidjan. Et l'approche que nous avons pour le moment, c'est de voir comment l'État peut mettre à disposition le terrain, mettre le terrain à disposition des promoteurs immobiliers désireux de faire des logements sociaux. Il est évident que dans la question foncière, il y a deux aspects. Il y a le terrain nu et il y a le terrain équipé. Et selon le programme que l'État souhaite faire, économique ou social, le niveau d'implication financière donc de l'État dans l'équipement va être plus ou moins grand. Il n'est pas question, bien entendu, pour nous de fournir des maisons sociales bidonvilles. L'État devra, s'il veut faire des maisons pour les économiquement très faibles, fournir un niveau d'équipement de plus en plus important pour que les maisons qui sortent soient des maisons abordables. Alors, mais comment contraindre, par exemple, un privé qui a le choix de le faire ou pas? Je vais vous expliquer un peu les mécanismes, l'approche que nous avons proposée au gouvernement. L'État, s'il désire faire des logements sociaux sur un site donné, va acquérir le terrain et le mettre à la disposition du promoteur. Ce promoteur alors va sortir des maisons à un prix qui sera négocié avec l'État puisqu'il aura bénéficié de ce terrain-là qui est un élément important de son coût de production. Alors ce terrain nu, il n'est pas toujours suffisant pour abaisser le coût. Il faut l'équiper, il faut le viabiliser. Et les VRD sont des éléments importants du coût de production. Alors, l'État va s'impliquer dans la réalisation des VRD selon que le quartier soit économique ou social, le niveau d'implication financière sera plus ou moins grand. Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de l'idéal de mixité sociale? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par contre, faire des logements sociaux à l'intérieur d'îlots qui sont eux aussi réservés à d'autres classes sociales afin de pouvoir favoriser le brassage et de permettre par exemple à un employé qui est à Yopougon de retrouver le plateau ou un employé dans un quartier bien précis, de ne pas avoir à faire de longues distances par exemple pour aller au travail? Alors vous avez raison, c'est une question importante. Le fait du cloisonnement des quartiers, des qualités de maisons ou des quartiers résidentiels et des quartiers donc économiques est un peu à l'origine de la croissance ou de l'émergence de certains quartiers précaires. Parce que nos employés ont besoin de travailler tard parfois chez au domicile de leur patron et parfois ils rentrent tard. Ils sont obligés de revenir le lendemain, tantôt les chauffeurs, les domestiques, etc. Et cela, s'ils n'ont pas de logis
qui ne soient pas trop éloignés de leur lieu de travail, ils sont tentés de s'installer donc à proximité du lieu de travail. C'est tout l'intérêt de la mixité. Et à l'intérieur de l'approche que je décris, il y a la possibilité, bien entendu, de favoriser ou d'inciter à la création de, on va appeler ça de programmes sociaux, de programmes mixtes, ayant à la fois des logements sociaux, des logements également à caractère économique. En plus donc de l'intervention sur le foncier, y a-t-il d'autres mécanismes que vous prévoyez? Certains parlent par exemple d'abaisser le coût de construction, qui représente à peu près 40% dans certains pays du prix de la maison. Alors effectivement, il y a des mécanismes, je l'ai dit tantôt, il s'agit essentiellement de mécanismes fiscaux. C'est la fiscalité. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, donc les dispositions qui existent en l'état actuel des choses, donc c'est l'exonération de la TVA. Et nous, avec le programme volontariste donc, que les autorités sont en train de mettre en place, nous avons proposé qu'en plus de ces dispositions fiscales, on puisse mettre à la disposition des promoteurs des terrains avec un certain niveau de viabilisation. Alors, vous l'avez dit aussi, madame, ce n'est pas seulement les économiquement faibles qui ne peuvent pas se loger, tout le monde ne peut pas se loger. Si nous suscitons la production massive de logements, il est évident que les prix sur le marché, beaucoup s'en plaignent, vont baisser. Il y aura davantage de logements pour ceux qui souhaitent louer à moindre coût et à des conditions plus raisonnables. Je pense que créer les conditions pour qu'il y ait une production massive de logements va soulager tout le monde. Ceux qui vont pouvoir accéder directement à la propriété vont libérer des logements pour de nouveaux entrants qui voudront louer des logements. Ça va soulager le marché, ça va baisser la tension sur les prix et ça va permettre donc aux Ivoiriens de se loger à des prix de plus en plus raisonnables et dans des conditions locatives, on va dire, de plus en plus souples. Les loyers à Abidjan sont réputés élevés. Il va y avoir une tendance à la baisse des loyers du simple fait de l'offre qui va augmenter. Très bien, madame. Alors, le dernier aspect donc de notre entretien porte sur ces entreprises d'État qui ont aidé à construire des maisons dans les années 60, 70, 80. Je veux parler en l'occurrence de la SICOGI, la SOGEFIA. Alors, on a une SOGEFIA qui n'existe plus. La SICOGI est là tant bien que mal. Comment comptez-vous mobiliser donc cette dernière et peut-être susciter la création d'autres sociétés de ce type-là pour satisfaire à ce programme que vous lancez? Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement ces sociétés-là ont été les pionnières en matière d'aide à l'accession au logement des Ivoiriens. Aujourd'hui, seule la SICOGI subsiste. La SICOGI aujourd'hui opère comme toutes les promotions immobilières en Côte d'Ivoire. Dans l'approche du gouvernement, l'objectif n'est pas de reconstituer ces sociétés-là. L'objectif est de créer un cadre qui permette aux opérateurs privés de produire des maisons. Ici s'achève cet entretien. Un mot à la population qui attend donc les maisons ados. Je voudrais dire aux Ivoiriens que depuis que le département nous a été confié, nous avons travaillé pour sortir des maisons sociales. Nous allons lancer courant décembre les premières maisons, les premières opérations pilotes d'un nombre cumulé de 2500 logements que nous allons lancer courant décembre. Ce n'est qu'un début. Nous pensons que très rapidement, nous allons démultiplier ce genre d'opération parce que la demande, elle est très forte. Nous allons organiser cette demande, c'est-à-dire bientôt mettre à disposition des Ivoiriens des fiches pour que nous puissions mieux cerner la demande, mieux la comprendre pour mieux concevoir les prochains projets. Mais pour les projets pilotes, c'est pour décembre.
Voilà, merci Madame la Ministre d'avoir ouvert cette série d'émissions TV sur Archibat dans le cadre de Maisons et Cités, donc la vitrine cathodique de ce salon de l'architecture et du bâtiment. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour un autre numéro de Maisons et Cités. D'ici là, je vous invite massivement à rejoindre l'Hôtel Ivoire le lundi 28 novembre pour Archibat 2011, dont le thème cette année est le droit au logement.